Cesaro, près de Los Angeles. Comme tous les jours, Lisa Niemi rend visite à ses pur sang. Ce ranch, elle l'a acheté il y a 30 ans avec son mari, l'acteur Patrick Swayze. Un havre de paix, loin de la folie des studios de cinéma, loin du stress d'Hollywood. Ah mon Dieu, cela fait déjà plus de 30 ans qu'on a acheté ces pur sang. Un jour, on s'est dit qu'on n'en profitait pas assez, alors on les a mis dans le jardin, juste derrière la maison. Comme ça, on pouvait les voir tous les jours. 4 ans après la disparition de Patrick Swayze, son épouse Lisa Niemi a accepté de nous recevoir chez elle pour se souvenir et nous raconter l'incroyable destin de son mari. Celui d'un gamin du Texas devenu une star internationale grâce à un film, Dirty Dancing. C'est en le voyant sur grand écran, sans chemise et en train de remuer ses hanches, que je me suis dit « Mon Dieu, ce type est une star de cinéma !» Il y avait vraiment un héros qui était à la fois doux, plein de fougue, et en même temps, quand il partait, il dansait avec une forme de puissance et de virilité, donc c'est le cocktail parfait. Dirty Dancing, un film culte pour toute une génération. Un film qui n'aurait pourtant jamais dû voir le jour. Une fois le film terminé, une grande partie des producteurs d'Hollywood qui l'ont vu ont pensé que Dirty Dancing était indiffusable. Ils ont trouvé que c'était le pire film qu'ils n'avaient jamais vu. Les producteurs se disent « Non mais il vaut mieux qu'on brûle la pellicule, au moins comme ça on rentrera dans nos frais en touchant l'argent des assurances. » Patrick Swayze, une star planétaire, un sex symbole inoubliable, mais aussi un homme complexe, instable et torturé. J'ai des démons qui me rongent et qui me font ne pas aller bien, qui m'empêchent de me sentir vraiment bien. Voici les secrets d'une vie. Ses partenaires de cinéma. Quand j'ai vu Dirty Dancing, je me suis dit, ça y est, c'est une star de cinéma. Ses amis. Les filles étaient toujours là, à lui tourner autour, à lui parler, à vouloir flirter avec lui. Sa famille. On se rejoignait pour faire de la moto dans les montagnes, dans les canyons. On sortait, on sifflait quelques bières. Et sa femme, Lisa. Je suis fière de la personne qu'il a été et de tout ce qu'il a accompli. Tous ont accepté de nous révéler ses secrets, de nous raconter pour la première fois le destin de Patrick Swayze. Une existence marquée par la célébrité, mais aussi par les drames, jusqu'à une fin de vie tragique, celle d'une icône ravagée par la maladie. À la minute où on s'est rencontrés, j'ai vu que sa seule préoccupation, son seul but, c'était se soigner et guérir. Il est le personnage central d'une légende terrible, d'une légende réelle et d'un drame qui va se dérouler sous les yeux de l'Amérique entière. Et je ne vous demande qu'une chose. Vous battrez-vous avec moi? Vous battrez-vous contre le cancer? Il était une fois Patrick Swayze, un danseur devenu acteur, un acteur devenu star, une star qui sans cesse a tenté d'échapper à son destin. Houston, au Texas. Un État aussi vaste que la France. Le paradis du western, du rodéo et de la country. C'est au cœur de cette Amérique profonde que Patrick Swayze naît le 18 août 1952. Ses parents incarnent l'histoire classique du cow-boy tombé amoureux d'une citadine. Jesse Swayze, le père, est un autodidacte, un ancien champion de rodéo qui a grandi dans un ranch, devenu grâce à sa volonté ingénieur dans les pétroles. Jesse Swayze, le pilier de la famille, droit, solide.
Margaret Murphy, journaliste, est certainement l'une des personnes qui connaît le mieux la vie de Patrick Swayze. Jesse est un homme remarquable, un vrai travailleur, ingénieur dans une compagnie de pétrole. Patrick le décrivait comme un rock. Patsy est glamour. C'était une danseuse magnifique et quand elle est devenue chorégraphe, elle a ouvert son propre studio de danse. Patsy, danseuse professionnelle, n'est pas une mère au foyer traditionnelle. Émancipée, elle mène de front sa carrière et sa vie privée, une attitude à contre-courant dans le Texas machiste de l'époque. C'était très inhabituel à l'époque d'être une femme et de dire « je vais me lancer dans les affaires, je vais ouvrir ma propre école de danse, donc toi tu vas rentrer à la maison le soir et t'occuper des enfants ». Mais Jessie la soutient, c'était elle le patron. Patrick, deuxième d'une fratrie de 5 enfants, est tiraillé dès son plus jeune âge entre ses 2 parents, ses 2 modèles. Comme il le dira beaucoup plus tard dans une interview confession. Je pense que tout a commencé par le fait d'avoir des parents aussi incroyablement différents. Ils ne rentraient pas du tout dans le moule. Ma mère était très talentueuse, très forte, une chorégraphe, une femme qui pouvait tout faire. Mon père, lui, était très doux, un cow-boy très calme. Une danseuse perfectionniste d'un côté, un cow-boy passionné de sport viril de l'autre, à qui s'identifier. Pour Patrick, ce sera la question d'une vie, mais il n'aura pas toujours le choix. L'enfance de Patrick Swayze, en apparence, est tranquille dans un quartier sans problème de Houston. Il a une enfance plutôt idéale et le quartier dans lequel il grandit y est pour beaucoup. Ils habitent dans un coin où les enfants peuvent sortir jouer en toute sécurité, où ils peuvent s'inventer des jeux et des histoires. Patrick et son frère Don jouent à Tarzan et Cheetah. Naturellement, ces jeunes années s'organisent autour de la danse, car souvent, Patsy emmène ses enfants à ses cours. Patrick n'a alors guère le choix. Il est entraîné dès l'âge de 3 ans par sa mère, avec une poigne de fer. Cookie Joe était à l'époque une élève de Patsy Swayze et une amie de Patrick. C'était une professeure très exigeante. On l'aimait tous, mais elle était très dure à satisfaire. Elle demandait beaucoup. C'était une enseignante intransigeante. Elle pouvait avoir ce genre de réflexion. Si tu peux être deuxième, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas premier. L'exigence de Patsy paye. Patrick progresse rapidement, sans pour autant récolter de compliments. Certaines fois, lorsqu'elle rentrait dans la salle, la professeure faisait place à la mère et lui parlait d'une manière très dure. Ça nous mettait tous mal à l'aise. Une mère qui était quelqu'un de très dur, qui avait tendance à lui dire que rien n'était jamais assez bien, qui a évidemment instillé chez lui la vocation de danseur, mais elle était un peu la mère tape dure. Une situation d'autant plus difficile à accepter qu'en grandissant, le jeune Swayze, en juste au corps, fait de plus en plus l'objet de railleries de la part de ses camarades. Une blessure d'adolescence que Patrick Swayze n'a jamais oubliée. Être artiste et danseur au Texas, ça n'allait pas de soi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes battu? Oui, j'ai appris à me battre. Un jour, je me suis fait casser quelques côtes et la mâchoire par 5 mecs au lycée. Après cet incident, Patrick est allé parler à l'un de ses professeurs de lycée et il a dit « J'aimerais affronter chacun de ces gars qui se moquent de moi sur un ring de boxe, un par un. » À l'adolescence, c'est donc l'heure de la rébellion. Il n'est pas question d'abandonner la danse, mais Patrick apprend aussi à se battre comme son père vénéré l'aurait fait. Après une enfance sous le signe de la mère, c'est de l'image de ce père qu'il veut se rapprocher. Un dur au cœur tendre qui sait se faire respecter. C'est à cette époque que Gary Conway est devenu l'ami de Buddy, comme tout le monde appelait Patrick à l'époque. La première fois où je l'ai vu, c'était plutôt marrant. Il y avait un gars plus musclé que les autres, une sorte de brute épaisse.
et il a un peu poussé Buddy. Je pensais alors qu'une énorme bagarre allait éclater, mais Buddy lui a simplement dit « Je ne veux pas me battre avec toi, mais je le ferai sans problème si je dois le faire. » La brute a pris peur et elle est partie. Il faut dire que Patrick Swayze a les moyens de se défendre. Il a un physique d'athlète. Des prédispositions qu'il met désormais aussi au service du football américain. Meilleur arrière de l'équipe de son lycée, il rêve de devenir une star du championnat. Dans ce Texas, où le foot est une religion. C'était un excellent joueur de football. C'était la star de l'équipe. Mais à 18 ans, son rêve de devenir professionnel sur un terrain est brisé net. Pendant un match, il s'est blessé au genou. C'en était fini de sa saison. C'était accablant pour lui parce qu'une grande carrière de footballeur l'attendait. C'est pendant cette période compliquée de son adolescence qu'il doit affronter un autre drame qui concerne l'un des amours de sa vie, sa sœur aînée, Vicky. Vicky, c'est presque la personne la plus importante dans la famille pour Patrick Swayze parce que c'est avec elle qu'il danse. Dès qu'il sait marcher, il danse avec sa grande sœur. Et c'est avec elle, en fait, qu'il va apprendre petit à petit à devenir un vrai danseur jusqu'à son adolescence. Et c'est à cette époque que Vicky est diagnostiquée maniaco-dépressive. En fait, cette maladie va marquer la famille qui va être obligée de vivre avec. Donc ça veut dire que Patrick Swayze, pendant toute son enfance et son adolescence, il a vraiment vécu dans une famille où il y avait quelqu'un de malade qu'il fallait soigner avec tous les problèmes que ça pose pour les vacances, etc. Enfin, est-ce une conséquence de l'état de santé de sa fille? Jesse, le père dont tout le monde loue la gentillesse, se met à boire. C'est clairement un problème qui a hanté la famille pendant un moment. Ses soucis familiaux, le jeune Patrick Swayze ne les étale pas sur la place publique. Comme son rêve de devenir une star du football américain a été anéanti, Patrick se recentre sur son autre passion, la danse. Et sur les demoiselles qui apprennent les entrechats chez sa mère. Précisément, en 1970, c'est une toute jeune ballerine qui va changer sa vie. Le premier contact entre nous, en fait, j'étais en train de sortir du studio de danse et il arrivait. Il m'a pincé les fesses en me disant « Hey, salut beauté !» Et moi, j'étais du genre « Oh mon Dieu, je peux pas le croire !» Patrick avait cette réputation de beau mec américain charmant et musclé. Les filles étaient toujours là, à lui tourner autour, à lui parler, à vouloir flirter avec lui. On pensait toutes que c'était un frimeur, un Casanova. Le fait qu'il m'ait pincé les fesses n'a pas joué en sa faveur. Et puis il y a un autre problème, l'âge de Lisa, 14 ans, convoitée par le tout jeune majeur. Elle avait beau être beaucoup plus jeune que lui et même mineure, il est tombé fou amoureux, ça a été réciproque, ils ont commencé une histoire et les parents de Lisa sont affolés, menaçant presque de l'accuser de détournement de mineurs. Mais Lisa n'est pas un banal flirt supplémentaire. Patrick l'écrira plus tard. Ce fut un moment magique quand cette mystérieuse fille m'a pris la main pour danser, une décharge électrique. Ce qui est drôle, c'est que Buddy avait flirté avec beaucoup de filles de la troupe. Mais là, avec elle, on a su tout de suite que c'était différent. On pouvait sentir la magie entre eux. Le danseur décide alors de faire le grand saut. Il m'a demandé en mariage et moi j'ai paniqué. Moi je ne voulais pas, mais en fait à cette époque il me connaissait bien mieux que moi. Moi je ne voulais pas me marier si tôt, peut-être à la trentaine, quelque chose comme ça, mais pas à 17 ou 18 ans. Mais malgré tout, Patrick s'est montré très persuasif et j'ai fini par dire oui. Lisa et Patrick se marient le 12 juin 1975 à Houston. Ils ont 19 et 23 ans. Pour le frère de Lisa, cela reste un moment inoubliable. Le mariage a eu lieu dans mon jardin.
Il y avait un prêtre, ils ont dansé la valse. Tout ça dans mon jardin. C'est assez rare pour l'époque. C'est une nouvelle vie qui commence pour Monsieur et Madame Suez. Et ensemble, les deux danseurs décident de tenter la grande aventure. Direction New York. C'est extrêmement logique parce que New York, c'est vraiment la ville des arts aux États-Unis. C'est là où il y a le plus de travail en tant que danseur. Alors vous avez les comédies musicales de Broadway, vous avez tous les ballets. Donc c'est tout à fait normal d'avoir déménagé du Texas pour Manhattan. Lisa et Patrick essaient d'intégrer des corps de ballet classiques. C'est le temps des vaches maigres. Ce n'était pas facile pour eux de gagner leur vie, de payer un loyer à New York, parce que c'est très cher. Alors ils avaient un bon stock de sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. Patrick travaillait même comme charpentier pour gagner sa vie. À l'époque, dans les années 70, la compagnie Elliott Feld représente la consécration. C'est son fondateur qui repère le nouveau venu, Suez, une future étoile. On n'avait pas l'habitude de voir un homme comme lui, si masculin, si viril, et en même temps avec autant de grâce. Dans cette compagnie, on attend de la part des danseurs l'excellence. On ne réussit pas à ce niveau de danse sans serrer les dents et sans oublier complètement la souffrance, la douleur, les muscles qui donnent envie de vomir tellement ça fait mal parfois. Et ça, c'est une chose dont il parlait et comme d'une chose naturelle. Mais à nouveau, le destin brise les rêves de Patrick Suez. Après sa carrière de footballeur avortée, c'est à celle de danseur de ballet qu'il va devoir dire adieu, pour une blessure. Encore. Il a développé une infection des dents qui s'est propagée jusqu'au genou, un problème qu'il va traîner toute sa vie. C'était tellement sérieux que les docteurs étaient sur le point de lui amputer la jambe, ce qui aurait brisé sa vie. Mais ironie du sort, ce qui aurait pu être le drame de sa vie va finalement le mener indirectement vers le succès. Car Patrick Suez va vite comprendre qu'il a une autre carte à jouer. C'est un guerrier. C'est étonnant parce qu'il est à la fois un homme très sensible et un battant. Il n'abandonne jamais. Il était impossible pour Patrick de poursuivre une carrière de danseur professionnel. Les cours, les représentations, le stress, sa blessure l'en empêchait. Il a alors cherché ce qu'il serait bien capable de pouvoir faire d'autre. Et il s'est tourné vers Broadway. Broadway, le paradis des comédies musicales. La nouvelle aventure de Patrick Suez, qui cherche partout un nouveau job. Il auditionnait pour tout et n'importe quoi. Des publicités pour la télévision, tout ce qui venait. Il répétait ses textes, il se préparait et il attendait encore et encore. C'est vraiment un métier très dur. Patrick Suez court le cachet, comme dans cette publicité des années 70. Des prestations qui finissent par payer, il décroche bientôt des rôles dans des comédies musicales et il sent que cela peut marcher. À l'époque, il se débrouille plutôt très bien. C'est la grande époque de Travolta qui triomphe avec La fièvre du samedi soir et Grease. Et lui, à Broadway, il commence à se faire un nom et il est un petit peu le pendant blond, si vous voulez, sur les planches de Travolta. Un Travolta blond, pourquoi pas? Patrick Suez tente alors le tout pour le tout, en partant cette fois-ci pour Hollywood. Il a 27 ans et désormais, il n'a qu'un seul objectif, devenir acteur. Et s'il ne sait pas encore jouer, il sait toujours danser. À l'époque, tout Los Angeles se trémousse sur du disco. La jeunesse insouciante se balade sur des patins en écoutant la musique à fond. Patrick Suez
En sportif accompli, maîtrise aussi le déhanché à roulettes et c'est ce qui lui ouvrira les portes des studios de cinéma. Il décroche un rôle dans un petit film, Skate Town. Il y a des producteurs qui ont une idée de faire un film quand même assez niais sur un duel entre deux danseurs sur des rollers et tout ça sur fond de musique disco. Alors Patrick Swayze décroche le rôle et ça va être un petit peu ses débuts à Hollywood. Le film ne restera pas dans les mémoires, mais la prestation de Swayze est remarquée. Le début d'une ascension, très vite contrarié par un drame. Progressivement, Patrick Swayze prend ses marques à Hollywood. Après une première expérience où il est davantage reconnu pour ses qualités de danseur que pour celles d'acteur, il laisse ses rollers au vestiaire et endosse le blouson de cuir d'une petite frappe dans une série télévisée sur de jeunes hors-la-loi, les Renégats. Son ambition, être désormais reconnu comme comédien. Mais le 2 novembre 1982, en quittant le plateau de tournage, sa vie bascule. Il vient d'apprendre que son père, Jesse Swayze, l'ancien champion de rodéo, a été terrassé par une crise cardiaque. Patrick est dévasté, totalement perdu, car son référent, sa boussole, son idole, a disparu. Quand le père de Patrick est mort, il s'est effondré. Son père, c'était un rock. On adorait tous son père. Si Buddy était une personne si attachante, c'est sûrement parce que son père était merveilleux. Anéanti, ce soir-là, l'acteur s'enivre. Il erre de bar en bar, puis monte à bord de sa voiture, prenant tous les risques. Il défie la mort à bord de sa DeLorean, en roulant à tombeau ouvert sur les collines d'Hollywood. Le début d'une dépression et d'une addiction, dont il ne se sortira jamais réellement. Patrick a commencé à boire et à s'autodétruire. Il conduisait sa voiture dans les environs de Los Angeles à 135 km/h. Il se battait dans les bars. Swayze s'enfonce. Lisa, son épouse, le supplie d'arrêter. Vous savez, ça m'a vraiment perturbée. Parce que j'avais l'habitude de le voir beaucoup plus confiant et vraiment plus combatif. Quand il avait des dérives alcooliques très dangereuses, il lui est arrivé de quitter la maison violemment, alcoolisé, avec un Magnum 747 dans les bras et à menacer tout le quartier. C'est elle qui l'apaisait, qui est allée le rechercher et tout. On imagine mal comment Patrick Swayze pouvait être comme ça. Il avait un côté très violent quand il était aviné. Finalement, c'est le cinéma qui va le sauver. Ou plutôt, un homme. En 1983, le célèbre Francis Ford Coppola veut tourner Un parrain pour les enfants, selon ses termes. Il s'intéresse à la rivalité entre Petit Caïd paumé et Jeunesse dorée. Ce sujet n'a en fait jamais été abordé au cinéma. Ça a fait l'objet de plusieurs best-sellers ces 20 dernières années, mais jamais d'un film. Et pour son film, Francis Ford Coppola va chercher parmi les jeunes talents naissants du moment. Au casting d'Outsiders, les quasi-inconnus Matt Dillon, Tom Cruise et un certain Patrick Swayze. Avoir été choisi pour jouer dans ce film, ça a été une étape importante dans la carrière de Patrick. Ça lui a permis de sortir de sa période noire. Peu à peu, il décolle. Et c'est la télévision qui va s'emparer de ce succès naissant en lui offrant un rôle à 1000 lieues de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Il a 33 ans lorsqu'il devient le héros d'une saga historique. 130 acteurs, des milliers de figurants, 9000 costumes. Il y aura la guerre.
Tout ce que j'espère, c'est que nous aurons nos diplômes à temps pour nous battre. Ils disent tous qu'avec le général Zachary Taylor, il y aura de l'action. En novembre 1985, le public américain découvre Nord et Sud, une saga gigantesque sur la guerre de sécession, l'histoire des États-Unis. Robert Papazian en était le producteur. C'était une très grande saga à l'époque et ce genre de saga à la télévision était très populaire. C'est un très grand, un très beau morceau d'histoire. On se croirait vraiment revenu dans les années 1860. Des batailles, mais aussi des duels. Pour la première fois de sa vie, Patrick Swayze tient le rôle principal. Il avait tellement de charisme. Immédiatement, on a su qu'il correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait pour le premier rôle. Il était chaleureux, charmant et tellement généreux dans son jeu avec les autres acteurs devant la caméra. Swayze, tout en haut de l'affiche, se sert de ses racines texanes pour incarner à merveille le héros, un soldat sudiste romantique, plein de bravoure. Je suis vraiment pas fait pour West Point. Dis pas ça, tu montes à cheval mieux que personne ici. Il a adoré tourner Nord et Sud. Il me disait toujours, donne-moi une cape, une épée et un cheval, et je suis un homme heureux. Pour la première fois aussi, Patrick Swayze connaît le succès. Cette série est diffusée sur la chaîne ABC qui appartient à Disney. Ça fait des scores d'audience absolument dingues. Et il y a la moitié de l'Amérique, en tout cas les femmes, qui tombent folles amoureuses de Patrick Swayze. Désormais, les moindres faits et gestes de la nouvelle vedette de télévision sont observés à la loupe. Mais cette notoriété, Patrick Swayze cherche déjà à la fuir. C'est à cette époque qu'il achète son ranch, à 40 km d'Hollywood. On était en train de construire son ranch et il y avait plein de monde qui regardait au-dessus de la barrière, qui prenait des photos. C'est très ennuyeux, ils venaient de partout. Nord et Sud aura définitivement permis à Patrick Swayze de se faire un nom en Amérique. Ça l'a vraiment aidé dans sa carrière. Plus d'auditions, plus d'opportunités. Évidemment, ça l'a préparé pour l'étape suivante. Mais personne n'imagine alors, pas même Swayze, que l'étape suivante sera aussi décisive. À peine 2 ans le séparent d'un extraordinaire succès mondial, celui d'un film culte, qui pourtant n'aurait jamais dû voir le jour. Nous sommes en 1986. Eleanor Bergstein est une scénariste de cinéma qui vient d'écrire son 2e long métrage. Une histoire d'amour sur fond de danse, une histoire qu'elle cherche à vendre depuis plusieurs années aux producteurs d'Hollywood, en vain. La romance à première vue un peu niaise n'emballe personne. Dirty Dancing raconte l'histoire d'un mec qui traînait à droite à gauche et qui se retrouve dans un village de vacances à donner des cours de danse à des filles et à des garçons. Et qui finit par avoir le coup de cœur pour une fille en particulier. Là, le film tourne à l'histoire d'amour. Après de nombreux refus, Eleanor Bergstein réussit enfin à convaincre un réalisateur. Reste à trouver celui qui incarnera le rôle principal, un professeur de danse âgé de 20 ans dans le scénario. On s'oriente vers de jeunes premiers, Val Kilmer, mais celui-ci décline. Ou encore Billy Zane, mais il ne sait pas suffisamment bien danser. Les producteurs se rabattent donc sur un acteur plus âgé, Patrick Swayze, 34 ans, mais le comédien-danseur est sceptique. Quand il a lu le script pour la première fois, il s'est dit « Je ne sais pas, cette histoire de village de vacances, ça a l'air juste un peu nunuche. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?» Le film tournait autour de la danse et c'est ce que Patrick avait déjà fait toute sa vie. Il voulait vraiment changer, percer dans le cinéma et qu'on le prenne au sérieux. Et il pensait que si on le considérait juste comme un danseur, alors il ne serait jamais pris au sérieux. Je crois que c'est Lisa et sa mère qui l'ont encouragé à accepter le rôle et Dieu merci, c'est ce qu'il a fait. Puis c'est le second rôle qu'il faut trouver, celui de l'adolescente amoureuse.
la future héroïne de Sex and the City, se présente au casting. Au départ, on avait casté Sarah Jessica Parker, qui à l'époque avait 22 ans, mais qu'on trouvait trop vieille en fait pour le rôle. Et donc, on a pris une jeune actrice tout aussi inconnue, mais qui faisait un peu plus jeune. Pour le personnage de bébé, on retient donc finalement Jennifer Grey, 26 ans pourtant mais d'allure plus juvénile. Une comédienne aux antipodes de Patrick Swayze. La chorégraphe du film, Miranda Garrison, était aux premières loges de leur rencontre. Elle a ce côté sophistiqué des filles qui ont grandi à New York et cet esprit un peu indépendant. Patrick, lui, venait du Texas, un cow-boy comme on dit. La citadine et le cow-boy, soit le modèle parental de Patrick Swayze. Sauf qu'ici, sur le plateau de tournage, il n'y a aucune alchimie entre les deux. L'ambiance est exécrable. Cette tension se ressent tout au long du tournage de Dirty Dancing. Il y avait beaucoup de désaccords entre Patrick et Jennifer. Parce que c'est à moi de me débrouiller. Tu penses qu'on est maqués? D'un côté, Patrick le Texan, habité par son personnage, de l'autre, Jennifer la New-Yorkaise, légère et dilettante. Jennifer, elle avait cette façon de travailler où elle ricanait tout le temps, pas très concentrée. Je ne suis même pas sûre qu'elle était contente de faire ce film. Et je pense que ce qui l'intéressait le plus, c'était son petit copain, Matthew Broderick. Il passait la voir souvent sur le tournage et c'était les seuls moments où elle était vraiment contente. Alors que Patrick lui prenait les choses vraiment au sérieux. Pour ne rien arranger, Jennifer ne connaît pas grand-chose à la danse. Je n'avais jamais appris ce genre de chorégraphie. En plus, le mambo, la danse que j'ai dû apprendre pour le film, c'était très différent de tout ce que j'avais pu danser auparavant. Entre les deux acteurs, la tension est telle que Patrick Swayze a du mal à cacher son agacement, comme dans cette scène, au cours de laquelle l'acteur ne supporte plus la légèreté de sa partenaire. Elle ne supporte plus le rôle sexy qu'on cherche à lui faire jouer. Dans la scène où Patrick lève son bras et qu'il la touche, et qu'elle n'arrête pas de ricaner, tout ça a été tourné très tard dans la nuit. On avait une longue journée de travail. Ce ricanement, à ce moment-là, son agacement à lui, rien n'était prévu. Ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur Émile Ardolino a alors dit « Laisse tourner la caméra, c'est génial ». Donc quand Patrick lui prend le bras, qu'elle se met à rire et qu'il a l'air exaspéré, ça c'était vrai. Ça c'était Jennifer et Patrick qui étaient eux-mêmes. Et comme si cela ne suffisait pas, Patrick Swayze prend comme d'habitude tous les risques et finit par se blesser. Pendant le tournage, Patrick a encore joué les têtes brûlées comme il l'a toujours fait. Et lorsqu'il a fallu tourner cette fameuse scène très difficile où il devait danser sur un tronc d'arbre avec Jennifer, Attention, le plus important dans les portées, c'est l'équilibre. Regarde. à un moment, il est tombé du tronc, il s'est de nouveau blessé à son genou déjà très fragile. Il avait de mauvais genoux, il n'avait aucun intérêt à faire ça. Et en même temps, il aurait fait 10 ou 12 fois la prise s'il avait fallu. Il n'a pas arrêté pourtant. Il est allé à l'hôpital, on lui a posé un drain et il est retourné au travail. Malgré toutes ces difficultés, le film finit quand même par voir le jour. Au début de l'été 87, c'est l'heure pour les producteurs de le visionner avant sa sortie en salle. Une fois le film terminé, une grande partie des producteurs d'Hollywood qui l'ont vu ont pensé que Dirty Dancing était indiffusable. Ils ont trouvé que c'était le pire film qu'ils n'avaient jamais vu. Les producteurs se disent « Non mais il vaut mieux qu'on brûle la pellicule, au moins comme ça on rentrera dans nos frais en touchant l'argent des assurances. » Patrick, lui non plus, n'est pas convaincu, comme il le confie alors à Lisa. Patrick disait que ce serait un petit film, un petit succès, que ce ne serait pas si mal et que nous passerions vite à autre chose et qu'il ferait bien mieux la prochaine fois. Le film sort le 21 août 1987. Au départ, il devait être projeté au cinéma pendant seulement une semaine avant sa diffusion en cassette vidéo. Mais à sa sortie, quand le film est sorti et que la musique a commencé,
c'était magique. Le public était clairement séduit par ce qu'il voyait et tout le monde se disait que oui, c'était un chouette film. À partir de là, le phénomène a grossi et ça a explosé. Tout le monde s'est mis à parler de ce film, les gens allaient le voir plus d'une fois et ça a été comme ça partout dans le monde. Un succès inattendu qui repose en grande partie sur les épaules de Patrick Swayze et sur son torse. Dans ce film, Patrick Swayze était, si je puis me permettre, comme une friandise qu'on a envie de croquer. Je veux dire, il était tellement sublime, jeune, bronzé, bien taillé. Il dansait trop bien, il était trop sexy. Il était tout simplement délicieux. Patrick disait non, ce n'est pas du tout une histoire de sexe, c'est juste l'histoire de deux personnes qui se regardent dans les yeux et qui s'apprécient vraiment beaucoup. En fait, il enjolivait les choses un peu comme toujours. En fait, c'était chaud. Telle est finalement la recette de Dirty Dancing. Un acteur sexy en diable et des scènes appelées à devenir cultes, même si certaines avaient failli disparaître au montage, comme la réplique mythique du film. On ne laisse pas bébé dans un coin. Patrick détestait cette réplique, on ne laisse pas bébé dans un coin. Et il a tout fait pour la retirer du scénario. Il ne voulait pas dire ça. Donc bien sûr, c'est cette phrase qu'il détestait tant qui est devenue vraiment célèbre. En fait, quand Patrick tournait la scène dans laquelle il dit « On ne laisse pas bébé dans un coin », j'ai un peu honte de dire ça, mais quelques danseurs qui n'étaient pas filmés lui faisaient des gestes pour essayer de le faire rire. Pour moi, le meilleur, c'est la fin. Le moment où elle vole dans ses bras. Pour elle, le fait de voler dans les airs et de devoir compter sur lui pour la rattraper, c'était magique. Le moment magique pour moi. En quelques semaines, Dirty Dancing devient un phénomène. Il faut dire qu'en 1987, le film tombe à pic, apportant du bonheur, du rêve et de la légèreté dans une période troublée. Dirty Dancing contrastait tellement avec tout ce qui se passait dans le monde à cette période. On découvrait tout ce qui se passait autour du sida. Et puis on était en pleine guerre froide. Quand Dirty Dancing a explosé au cinéma, on n'y voyait rien d'autre que du plaisir, de la passion, de l'amour. Ça vous changeait vraiment les idées pendant 2 heures. On ne pensait plus aux choses horribles qui se passaient dans le monde réel. C'était comme une lumière dans la nuit. Une lumière qui marque durablement le public, qui voit et revoit inlassablement le film. Même les journalistes en perdent toute dignité. Je dois vous avouer, une de mes meilleures amies a vu Dirty Dancing à peu près 20 fois. Donc si vous pouviez la saluer, elle s'appelle Nancy. Salut Nancy, et merci d'avoir vu ce film autant de fois. C'est grâce à vous que le film marche si bien. À la radio, on diffuse en boucle la bande originale. Un cocktail entre les hits des années 60 et ceux des années 80. La bande-son était incroyable. La chanson « I Had the Time of My Life » était énorme. On l'entendait passer à la radio constamment. Une bande-son qui cartonne et dont l'une des chansons a même été composée et chantée par la star du film. Vous avez dû chanter et faire de la musique aussi dans ce film. Oui, j'ai écrit une des chansons. J'ai abandonné l'idée d'être rockstar. Je me contente de faire de la musique comme ça, dans mon coin. Et depuis combien de temps rêvez-vous d'être une rockstar? 10 ans? Non, depuis 10 minutes. La raison pour laquelle la chanson est si magnifique, c'est qu'elle est inspirée de l'amour de Patrick pour Lisa. Ce que je sais, c'est qu'il avait une valise à son hôtel avec laquelle il se promenait. C'était une grosse valise et quand il l'ouvrait, c'était un petit studio d'enregistrement portatif.
Un an après la sortie du film, la bande originale rafle même l'Oscar de la meilleure musique. Progressivement, la folie Dirty Dancing se propage. Partout, on imite le collet serré transgressif de cette danse sale. Même la famille Swayze surfe sur la vague. À commencer par Patsy, la mère, qui propose sa méthode de danse en vidéo avec un couple de figurants de choix, Patrick et Lisa. We're here to meet your mother and find out how to go about learning some of those great moves you did in Dirty Dancing. Yeah, we just entered a dance competition and we only have a few weeks to learn all we can. All right, well, you came to the right place. My mom can help you. Let's go. What time it is, Mom? I think it's almost 8 o'clock. It's time. We gotta catch a plane. Oh, buddy, thanks. Patrick, thanks, Lisa. Car Patrick n'a pas de temps à perdre à Houston. À Los Angeles et partout à travers le monde où le film connaît le même succès, ses fans le réclament. Il est devenu, un peu malgré lui, un sex symbole planétaire. Une icône, encensée par la presse, idolâtrée par les femmes, il affronte la célébrité et ses revers. Avec à ses côtés toujours sa femme, l'amour de sa vie, Lisa. On était à New York pour faire une dédicace dans un magasin. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui attendaient. Et ils poussaient tellement sur la vitrine du magasin qu'on a eu peur qu'elle explose. On a eu besoin de 6 ou 8 agents de sécurité pour nous amener de la voiture jusqu'à la porte. Le patron du magasin nous a dit « Vous voyez ce que ça fait d'être un Beatles ?» Je pense que ça a été un peu difficile pour Lisa. Elle a raconté que quand il a commencé à devenir si célèbre, elle a eu peur que les fans l'emportent loin d'elle. Vous ne voulez pas partager votre mari avec tout le monde. Patrick Swayze. Consécration pour Patrick Swayze avec sa performance dans Dirty Dancing. Il est devenu une cible. Les tabloïds se sont attaqués à lui et ont commencé à parler du mariage de Patrick, etc. Ils ont envahi sa vie privée, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il s'est donc moins ouvert à la presse et au public. Au sommet de la gloire, Patrick et Lisa cherchent un peu de paix intérieure dans leur ranch, à 40 km d'Hollywood. On avait notre ranch à l'écart de tout. On adorait nos chevaux, nos chiens, nos paons, nos poules, nos chats et nos autres animaux. On était contents d'être dans la nature, loin du reste. Roi du box-office à Hollywood, la star mondiale préfère s'isoler dans le Grand Ouest américain, loin des paillettes et des sunlights. À Hollywood, Patrick Swayze et sa femme sont vraiment un couple atypique. D'abord, ils sont ensemble depuis toujours. Ils défraient pas du tout la presse people. Il n'y a pas d'histoire de coucherie, de jeunes filles, etc. Et c'est vraiment un couple solide. Et en plus, c'est un couple qui a décidé de vivre dans un ranch et avec une vie très saine. Donc ça, à l'époque où Hollywood est vraiment marqué par les histoires de cocaïne, de prostitution, voire même de meurtre, et ben eux, en fait, ils vivent dans leurs espèces de cocons, un monde très à part. Il s'achète des pur sang et s'occupe de son ranch. Il renoue avec ses racines texanes. Comme s'il marchait sur les traces de son défunt père, l'ancien champion de rodéo. Comme si l'énorme succès qu'il venait de vivre ne l'atteignait pas. Comme s'il ne l'assumait pas. Avec Dirty Dancing, Patrick Swayze s'impose enfin comme un acteur qui compte à Hollywood. Quand j'ai vu Dirty Dancing, je me suis dit, ça y est, c'est une star de cinéma. Une fois, je lui ai même dit, tu as franchi vraiment une marche. Il m'a dit oui, je suis vraiment content de l'avoir fait. Patrick Swayze savoure son succès, mais il perçoit un risque.
Il ne veut pas s'enfermer dans un rôle et devenir le nouvel acteur pour midinette du cinéma américain. Le fait qu'il soit autant aimé, qu'il incarne ce gars sexy, connu pour sa manière de danser, connu pour ce sex appeal, tout cela le dérangeait. Je pense qu'il voulait plutôt ressembler à John Wayne, un dur à cuire si vous voulez. C'est pour cela qu'après Dirty Dancing, il a choisi de faire Roadhouse. Pour la première fois de sa carrière, il va donc faire des choix qui ne vont pas s'avérer concluants, comme Roadhouse. Ici, le comédien ne danse plus, il fait parler ses poings. J'ai grandi dans ce genre de bar de cul terreux où les gens ressemblaient beaucoup à ça. Leur seule préoccupation était de sortir, picoler et se battre avec n'importe qui. Et moi aussi, à un moment, j'en ai eu envie. J'ai toujours voulu savoir pourquoi ils faisaient ça, ce qui les poussait à faire ça. Donc Roadhouse était en quelque sorte libératoire pour moi. Mais dans ce nouveau rôle de redresseur de tort brutal auquel il croyait, Patrick Swayze n'emporte pas l'adhésion du public. Pourtant, il s'entête et récidive avec un flic à Chicago. Nouvel échec. Ce n'était pas dans la même veine que son rôle de héros sexy et romantique de Dirty Dancing. Et on s'attendait à le voir continuer dans cette voie. L'acteur, à la recherche de l'éternelle perfection comme l'exigeait sa mère, reste insatisfait. Patrick a toujours eu besoin de se fixer des objectifs, des caps. C'était important pour lui de réaliser des choses. Parfois, c'était difficile pour lui de ralentir et d'être en paix. Même s'il était devenu une star, il sentait toujours ce manque d'apaisement. Patrick Swayze se remet à douter. Il ne réussit pas à capitaliser sur le succès de Dirty Dancing, sa carrière semble de nouveau incertaine et sa vie intime voit ressurgir quelques démons. Sa sœur, Vicky, malade depuis des années, ne parvient pas à remonter la pente, à se soigner. Au cours de l'année 1989, son état de santé se détériore. Son frère Patrick continue de tout faire pour l'aider, mais il n'y parvient pas. Pendant que lui faisait une carrière éclair à Hollywood, il avait bien sûr aidé financièrement, il avait aidé à rencontrer les meilleurs médecins, et puis en fait ça n'a pas suffi. Donc forcément vous culpabilisez dans ces cas-là. Au cours de la même année, Patrick comprend qu'il ne sera jamais père. Après 15 ans de vie commune, Lisa fait une nouvelle fausse couche. Une blessure intime qui vient s'ajouter à la mort de son père, qu'il ne parvient toujours pas à dépasser. J'ai des démons qui me rongent et qui me font ne pas aller bien, qui m'empêchent de me sentir vraiment bien. Je ne suis pas sûr de me débarrasser de cela un jour. J'ai tout fait pour essayer de m'en sortir en pensant devenir heureux, mais je ne suis pas sûr que ça marchera un jour. La mort de son père le hante toujours. Il assure même être en contact avec lui par la pensée. Des confidences surprenantes qu'il multiplie à la télévision. La mort de son père le hante toujours. Il assure même être en contact avec lui par la pensée. Des confidences surprenantes qu'il multiplie à la télévision. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Oui. J'ai des contacts avec des fantômes. J'ai des contacts avec mon père. Je suis passé par des médiums, recherché des raisons médicales. Je pense avoir vu des scènes de mes 2 vies antérieures dans lesquelles j'étais un guerrier. Soit ces choses sont réelles, soit j'ai une imagination débordante. Et ça, c'est vrai aussi. Alors, qui sait? Contre toute attente, ces déclarations déroutantes vont relancer sa carrière. À la même époque, le scénariste Bruce Joel Robin écrit son nouveau film Ghost, une histoire de fantôme romantique. Lorsqu'il voit Patrick Swayze se confier à la télévision, son nom s'impose comme une évidence.
L'acteur est emballé par ce projet qui lui ressemble, mais c'est le réalisateur du film qui met son veto. Il refuse que son fantôme soit incarné par l'interprète de Dirty Dancing. Patrick Swayze, on était en 1989, je pense, quand nous étions en train de caster pour le film Ghost. Et il est venu juste pour nous rencontrer. Il avait l'air d'un bon gars, mais il n'incarnait pas du tout ce que j'imaginais pour le personnage. Jerry Zucker rêve de plusieurs stars montantes pour jouer le rôle. Harrison Ford, Tom Hanks, Alec Baldwin, Kevin Bacon ou encore Tom Cruise sont approchés. Mais la plupart refusent d'incarner un mort. Pour s'imposer, Patrick Swayze va jouer le tout pour le tout. Il disait toujours « je vais l'avoir ce rôle, parce que je vais travailler plus que quiconque pour l'avoir ». Patrick était prêt à tout. Il lisait l'intégralité des scripts, il s'entraînait à jouer tous les rôles, il se fichait du temps que ça prenait, et il a finalement réussi à obtenir une lecture. À la fin de l'année 1988 et plusieurs tentatives avortées, Patrick Swayze parvient enfin à obtenir un rendez-vous chez le réalisateur. Jerry Zucker lui accorde un bout d'essai sans trop y croire. Et là, surprise. Il est venu pour faire une lecture, et là j'ai vu mon film se faire devant moi. Il était formidable. En quelques minutes, sa prestation bouleverse le réalisateur. Il devait faire une lecture sur la dernière scène du film. Et je pense qu'au dernier moment, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Mais il a quand même lu la scène où il dit à Molly « Je t'aime, je t'aimerai toujours ». Je t'aime, Molly. Je t'ai toujours aimé. On avait tous les larmes aux yeux, on était tous choqués. Et j'ai dit, eh bien, si la fin du film fonctionne comme ça dans mon bureau, en restant assis sur une chaise, le film fonctionne. Et c'était tout. Et j'ai pris ma décision immédiatement. C'est donc Patrick Swayze qui incarnera Sam, le fantôme amoureux de Molly, joué par Demi Moore. Je t'aime vraiment. Idem. Je pense qu'on voyait dans ce film une chose que l'on n'avait jamais vue dans Dirty Dancing. Une nouvelle facette de Patrick Swayze que nous n'avions jamais vue avant Ghost. Sa sensibilité. Il était sensible. Il était amoureux de sa femme dans ce film. Joué par Demi Moore, bien sûr. Il était formidable. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer. Je pense que la scène de ce film dont tout le monde se souvient est celle où Patrick est assis derrière Demi, dans un atelier de poterie. Mets tes mains là. Oui. Laisse l'argile glisser doucement entre tes doigts. La scène de la poterie a causé un tel chahut dans le pays. Toutes les femmes se sont ruées au cours de poterie. En Californie, il y avait un endroit où on pouvait aller faire ce genre de choses. Faire son vase et le peindre. Pour tout vous dire, j'y ai fait mon propre vase là-bas. Et je pense que j'ai été inspirée par Ghost. Avec ce film, Patrick Swayze renoue avec le succès et s'impose un peu plus encore comme l'un des acteurs les plus convoités d'Hollywood. L'année suivante, il est élu par le magazine américain People l'homme le plus sexy du monde. Toutes les femmes fantasment sur la plastique virile de cet homme de 39 ans. Je me souviens du jean moulant et du t-shirt moulant sur ses bras bien musclés, qui n'étaient pas des gros biscottos tatoués, mais des bras bien musclés de danseur avec des muscles longs. Et il était très beau parce qu'il savait mettre en valeur sa plastique qui était impeccable. Les médias suivent partout cet objet du désir, jusqu'au bout du monde, comme ici à Tahiti.
Loin de la foule déchaînée, les guerriers se reposent. Patrick Swayze avait choisi Bora Bora et il a fallu toute la patience des photographes pour décrocher ces quelques images. Seulement, être sacré le plus beau spécimen de la jante masculine n'est pas du tout du goût de Patrick Swayze. Vous avez dit récemment que vous détestiez être un sexe symbole. Ce que j'ai dit, c'est que je n'en pouvais plus de me voir poser des questions stupides par des journalistes intelligents. Comme vous aimez être un sexe symbole? Quel effet ça vous fait? Vous considérez-vous comme un sexe symbole? Oui, bien sûr. Ma mère m'a éduqué pour devenir un sexe symbole. C'est pour ça que je dis que je déteste. Ça suffit, il est avec moi. Cette image, c'est pourtant l'immense atout de Patrick Swayze aux yeux d'Hollywood. Tout de suite après Ghost, il en joue encore dans son nouveau film, qui sera en fait son dernier grand succès. Point Break, aux côtés d'une valeur montante, Keanu Reeves. Le film est produit par Peter Abrahams. Patrick Swayze était parfait parce qu'il avait un physique incroyable, très beau, avec beaucoup de charisme. Et c'est ce qu'on recherchait. Son physique a joué un rôle important. C'est le charisme du personnage qui faisait tout. Patrick aimait tout ce qui était dangereux. Regardez, il était un cow-boy. Cet homme était propriétaire d'un ranch et cow-boy. Rien ne l'effrayait vraiment, même pas la mort. C'est l'heure d'envoyer la musique. Mais le personnage qu'incarne Patrick Swayze n'est pas qu'un surfeur sexy et casse-cou. L'acteur incarne Bodhi, une sorte de Robin des Bois écologiste, et cela lui plaît. Il a un code de l'honneur. Il ne veut blesser personne. Il vit à l'écart. Il vole des banques qui gagnent de toute façon beaucoup trop d'argent et à qui 25 ou 50 000 $ ne manqueraient pas. Pourtant, le comédien a beau défendre le film bec et ongles, on est très loin des énormes succès qu'il a connus jusqu'ici. Vous savez, il avait l'habitude que beaucoup de monde aille voir ses films. Mais il n'était pas très nombreux à aller voir Point Break. Ce n'était pas un franc succès. Je pense que ça l'a blessé de passer d'aussi haut. Souvenez-vous, il est ici avec Nord et Sud. Il est arrivé là grâce à Dirty Dancing, tombé ici avec Roadhouse, puis est remonté avec Ghost, et puis est redescendu tout en bas avec Point Break. Nous ne sommes qu'en 1991 et Patrick Swayze signe pourtant là le dernier film dont on se souviendra. Pour l'acteur, le succès s'éloigne et pour l'homme, les ennuis s'accumulent. Patrick Swayze vient de fêter ses 40 ans et une nouvelle fois, il s'enfonce dans la dépression. Le Patrick que j'ai rencontré était un perfectionniste dans son travail, mais clairement pas dans sa vie privée. Quand je l'ai rencontré, il buvait beaucoup. Pour moi, c'était un signe qu'il n'était pas heureux. Une lente déchéance qui s'accélère 2 ans plus tard avec la disparition brutale de sa sœur dépressive, Vicky. Le 2 décembre 1994, elle se suicide, overdose de médicaments. Un drame qu'il vit comme une injustice. Il se dit pourquoi moi je suis là et pourquoi elle est partie. En quoi ma vie vaut-elle le coup d'être vécue? Elle avait 2 enfants, elle était une bonne mère et maintenant elle n'est plus là. De nouveau, l'acteur déprimé se noie dans l'alcool sous les yeux de ses proches, impuissant. Il abusait de l'alcool. C'était la période de sa vie où il n'arrivait pas à se trouver lui-même. La mort de son père, de sa sœur, c'était vraiment une période dévastatrice pour lui. La mort de sa sœur, avec laquelle il était très proche, l'a vraiment plongé dans la dépression.
à tel point qu'il ne voulait plus travailler, il n'avait plus de désir. Pour s'en sortir, Patrick Swayze choisit de fuir une nouvelle fois Hollywood pour son ranch, où il s'isole. Il tente de s'appuyer sur sa famille pour traverser les épreuves. On se rejoignait pour faire de la moto dans les montagnes, dans les canyons. On sortait, on sifflait quelques bières. Faire du cheval, s'enivrer pour oublier la tragédie familiale, Swayze s'exclut lui-même du monde du cinéma. En 1997, pourtant, ultime reconnaissance 10 ans après Dirty Dancing, il reçoit, ému, son étoile sur Hollywood Boulevard. Cela signifie pour moi plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas encore fini, et ce n'est que le début. Le comédien plaisante devant les caméras, mais en réalité, sa célébrité s'est fanée. Les réalisateurs ne veulent plus de cet acteur inconstant. Il traîne quand même derrière lui, depuis plusieurs années, la réputation de quelqu'un qui boit, la réputation de quelqu'un qui est fragile psychologiquement. Et ça, je peux vous dire que les producteurs et surtout les assureurs des studios, ça leur plaît pas du tout. Et donc, au bout d'un moment, on vous propose plus de grands rôles. Et c'est à la rubrique des faits divers que l'acteur marginalisé revient à la une des médias. Le 2 juin 2000, son avion privé manque de s'écraser. Patrick Swayze, aux commandes de son Cessna, se pose en catastrophe et frôle la mort. Était-il sous l'emprise de l'alcool? Lui a toujours nié, mais le doute subsiste. J'ai eu un problème de pressurisation dans l'avion. Je devais atterrir en urgence. Il y avait des bruits très forts, tellement forts qu'il fallait que je trouve un endroit où atterrir très rapidement. Moi et mes chiens, on s'en est sortis, ça les a même pas réveillés. Alcool, déprime, inactivité, tension. Lisa ne reconnaît plus Patrick. Elle n'était pas une femme heureuse. Je peux dire qu'elle se battait pour Patrick, le Patrick avec lequel elle s'est mariée, le Patrick dont elle était tombée amoureuse, pas celui qu'Hollywood lui a arraché. En 2003, Lisa en a assez de vivre avec un alcoolique, donc elle le quitte. Son socle, ce qui a fait sa force jusque-là, s'effondre. Pour ne pas totalement sombrer, Patrick Swayze n'a qu'une seule obsession, reconquérir l'amour de sa vie. C'était un choix difficile. C'était Lisa ou la cure. Il n'hésite pas une seule seconde. C'est difficile de savoir si Patrick serait allé en cure de désintoxication s'il n'y avait pas eu Lisa, si elle n'avait pas insisté. Clairement, c'est la force de leur relation qui lui a sauvé la vie. Progressivement, l'homme se relève et ses efforts persuadent Lisa de lui donner une dernière chance. Après la tempête, le couple ressoudé retrouve les caméras. Comme un cadeau, Patrick Swayze tourne pour Lisa dans le film qu'elle réalise, One Last Dance. Une parenthèse enchantée, de courte durée. À la fin de l'année 2007, le couple s'envole pour Aspen, dans le Colorado, l'une des stations de ski les plus huppées des États-Unis. Ils rejoignent des amis pour y célébrer le réveillon. Tout semble aller de nouveau à merveille, jusqu'au moment où le comédien trinque à la nouvelle année. La première gorgée de champagne a pour lui un goût d'acide. Patrick ne se sentait pas bien. Il avait toujours des problèmes d'estomac, mais là c'était plus que d'habitude. Et il est venu vers moi, il m'a dit « Regarde mes yeux, est-ce que tu les vois jaunes ?» J'ai regardé, et oui, il avait les yeux jaunes. Je lui ai dit « Allons voir le docteur demain. » Et il était là « Non, non, attendons quelques jours. » Et moi j'étais là « Non, non, ce n'est pas normal. » Le couple rentre en urgence et prend rendez-vous à l'hôpital Cedars-Sinai, une clinique privée très réputée de Los Angeles. Ce jour-là, Patrick Swayze veut juste passer des examens, mais les médecins livrent un terrible diagnostic. Quand les médecins m'ont prise à part et m'ont dit qu'il y avait 99,9% de chances que ce soit un cancer du pancréas, c'était un moment très difficile à encaisser, mais j'ai compris.
Effondrée, Lisa Niemi attend une nuit avant de l'annoncer à son mari. Quand il a su qu'il avait un cancer du pancréas, il m'a dit « Je suis un homme mort ». Pendant que l'acteur s'interroge sur le nombre de mois, d'années qu'il lui reste à vivre, des spécialistes sont appelés à son chevet, à l'image du docteur Hoffman, le cancérologue qui le suivra jusqu'à la fin et deviendra son ami. C'était une journée étrange pour moi. J'ai été appelé par un autre médecin qui me demandait d'aller voir une personne célèbre dans l'hôpital sans me dire qui c'était. Il m'a finalement révélé qui était cette personne. C'était un héros pour moi pendant ma jeunesse. Après le diagnostic, Patrick Swayze, sous le choc, ne sait pas comment réagir face à ce mal incurable. Se laisser abattre ou contre-attaquer. Le jour où on s'est rencontrés, il ne pouvait que perdre. Mais il avait quand même des raisons de se battre. Et le challenger qui était en lui s'est exprimé. Donc oui, il avait envie de vivre. Il était là. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Quel est le meilleur moyen de me battre contre ça? Montre-moi l'ennemi et je vais le combattre. Mais lorsque l'on est une star, on ne doit pas seulement se battre, on doit le faire discrètement. Dès l'annonce du cancer, le couple adopte une stratégie. Personne ne doit savoir. On savait qu'on devait être très prudent. Sa propre mère n'était pas au courant de sa maladie. Seul son frère et deux amis qui m'ont beaucoup aidé étaient au courant. Sinon, on ne l'avait dit à personne. Afin de préserver le secret, Patrick Swayze change de nom. Personne ne connaît la véritable identité du patient, sauf son médecin. Il avait un surnom très drôle. Ramon Bizarro. Ramon Bizarro? Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, il l'a inventé lui-même, mais à chaque fois qu'on le disait, ça me faisait sourire. Donc on parlait toujours de Monsieur Bizarro. Monsieur Bizarro. Patrick Swayze a emprunté le nom qu'il a donné à son ranch. Mais le stratagème utilisé par l'acteur ne dure qu'un temps. Quelqu'un au sein de la clinique vend le secret. Les gens parlent, les gens se voient offrir de l'argent pour ça, les gens payent pour avoir des informations. Et certains ne se soucient pas vraiment de l'intimité des autres. C'est un gros problème pour les célébrités. À peine 2 mois après le diagnostic, le cancer de la star s'affiche à la une avec le pire des sous-titres. Plus que 5 semaines à vivre. Quand la nouvelle est sortie et que les tabloïds ont annoncé qu'il n'avait plus que 5 semaines à vivre... Oh mon Dieu, mais ne dites pas ça! Cela a mis une pression différente. 5 semaines avant la mort. Même si l'information se révélera fausse, l'émotion est énorme aux États-Unis. Tout à coup, la nouvelle fracassante d'une maladie mortelle qui vient de l'atteindre va faire rejaillir sa célébrité et c'est terrible à dire, mais effectivement tous les journaux font la une là-dessus. Patrick Swayze, vous vous souvenez, Dirty Dancing, cet acteur tellement merveilleux, tellement beau danseur et tout. Tout à coup, il est le personnage central d'une légende terrible, d'une légende réelle et d'un drame qui va se dérouler sous les yeux de l'Amérique entière. Sorti de l'hôpital, toujours sous chimiothérapie, l'acteur change de stratégie. Désormais, plus de secrets, ni de photos volées. Il ne redoute plus de se montrer devant les photographes. Et décide même d'afficher publiquement sa maladie lors d'une émission de télévision, Stand Up to the Cancer, en septembre 2008. Et maintenant, veuillez accueillir Patrick Swayze. Il était merveilleux parce qu'il est venu, il a ouvert le show. Il y a une standing ovation. Stand Up to Concert est un show encore plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Toutes les chaînes de télé diffusent Stand Up to Concert. Je continue de rêver d'un futur. Je pense que de cette manière, pour couper court aux rumeurs, il a pu reprendre le contrôle, montrer qu'il n'était pas mourant, mais bien vivant. Un futur avec une vie longue et saine.
Une vie qui ne soit pas dans l'ombre du cancer, mais à la lumière. Je prie pour que toutes les personnes atteintes d'une maladie trouvent le courage d'espérer. C'était un bel exemple de quelqu'un vivant avec le cancer. Et je ne vous demande qu'une chose. Vous battrez-vous avec moi? Vous battrez-vous contre le cancer? La plupart de l'argent récolté est allé à la recherche pour vaincre le cancer du pancréas. Inexorablement, la maladie progresse. Les mois, les semaines sont désormais comptés. Que souhaite faire l'acteur? Son entourage l'interroge sur sa dernière volonté, son ultime désir. Certains de nos amis lui ont demandé « Quelles sont tes dernières volontés ?» Ils voulaient le pousser à réaliser chacun de ses rêves. Et Patrick a été emballé par l'idée. Il a dit « Ok, je vais mourir. Mais avant, je vais faire tout ce dont j'ai envie. Alors je vais vivre. » Il a décidé de retourner travailler. Avant de mourir, Patrick Swayze réalise son rêve, tourner une dernière fois. Une série télé en l'occurrence, The Beast. Le tournage est éprouvant, mais le malade fait semblant d'ignorer son cancer. Il souffre en silence. Il bossait entre 12 et 16 heures par jour, 5 jours par semaine. Il avait une énergie extraordinaire. Faire ce qu'il a fait pour un gars qui n'aurait pas le cancer, c'est déjà épuisant. Alors si vous ajoutez les médicaments, la chimiothérapie, le fait qu'il ne se sentait pas très bien, la douleur, il est passé au-dessus de tout ça. Les gens disent que son dernier rôle dans The Beast a été le plus beau rôle de sa carrière. Est-ce que ça n'est pas ironique? Jusqu'au bout, Patrick le Texan maîtrise son image et ne s'apitoie pas sur son sort. Il se comporte en cow-boy. Il assure donc lui-même la promotion de la série télévisée le 7 juin 2009, devant la célèbre journaliste Barbara Walters. Patrick, c'est votre première interview depuis que vous êtes malade. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Juste une chose, personne sur le tournage ne m'a vu craquer, me plaindre, pleurnicher comme une fillette. Lors de cette confession vérité, l'acteur décide de tout dévoiler. Vous luttez contre un monstre avec du poison. Quelle quantité de poison est-ce que votre corps peut encaisser avant de cesser de fonctionner? Le poison dont vous parlez, c'est la chimiothérapie? C'est ça le poison qui entre dans votre corps? Sans arrêt. Sans arrêt. Puis c'est au tour de Lisa d'évoquer la maladie et son futur incertain. Est-ce que vous avez envisagé la vie sans lui? C'est une question terrible. C'est très dur. Avez-vous une idée du temps qu'il vous reste à vivre? Oh mon Dieu. Selon les statistiques et les magazines à scandale, j'aurais dû mourir depuis longtemps. Patrick Swayze élude la question. Pourtant, 5 mois plus tard, en juin 2009, épuisé, il se voit obligé de quitter le plateau de tournage. Il se réfugie dans son ranch, assiégé par les paparazzi qui guettent son agonie. Ils étaient là, constamment garés devant l'entrée, dans le haut de la rue, en bas de la rue. Les médias étaient partout. Si les photographes l'attendaient devant la porte principale, lui, il passait par la porte de derrière pour leur échapper. Alors à ce moment-là, les photographes s'en rendaient compte et allaient se poster à la porte de derrière. Et donc lui, il se mettait à nouveau à utiliser la porte de devant. Ils ne pouvaient pas les éviter tout le temps. Il n'y avait pas du tout d'intimité. Sans pitié, la presse à scandale feuilletonne sur la déchéance de l'acteur, autrefois l'homme le plus sexy du monde. On piste le couple, partout, sans répit.
Patrick Swayze va vraiment devenir l'exemple du calvaire que peuvent vivre les stars à Los Angeles avec les paparazzis. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de loi, comme en France, qui empêche les gens de vous photographier dans l'espace public, dans des espaces privés. Et ça va à tel point que les photographes ont le droit d'être à 1 mètre de vous dans la rue ou avec des voitures pour vous prendre en photo. Sans vergogne, on mitraille le mourant pour exhiber les ravages de sa chimiothérapie. On crée de fausses polémiques sur son mode de vie. On a raconté que c'était une honte qu'il ait continué à fumer, alors qu'il se battait contre son cancer. Il savait que s'il arrêtait de fumer, ou s'il continuait, de toute façon, ça aurait été la même chose. Ça reviendrait au même, ça ne changerait pas l'issue pour lui. La traque du déclin de Patrick Swayze est tellement impitoyable qu'aujourd'hui certains photographes ne sont pas vraiment fiers de leurs clichés. Moi aussi, dans d'autres circonstances, il m'est arrivé de prendre des photos difficiles. Quand je vois les photos que certains ont prises de lui, le public a dû se dire « Oh mon Dieu, c'est tellement triste ». Quant à ses proches, sa famille, ils ont dû être très en colère qu'on montre leur mari, leur frère comme ça. Retranché chez lui, l'acteur attend la fin avec les siens. Il avait des moments très sombres où il se posait beaucoup de questions existentielles. Que va-t-il m'arriver après ma mort? Est-ce que j'ai eu une bonne vie? Est-ce que j'ai été un homme bien? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Le 14 septembre 2009, Patrick Swayze s'éteint. Il était chez lui et peu à peu son corps a cessé de fonctionner. La respiration est devenue de plus en plus lente. Il ne mangeait plus, ne buvait plus, donc il ne pouvait pas nourrir son corps. Et puis les organes se sont éteints et le corps ne marchait plus. Le lendemain de sa mort, Hollywood pleure un artiste dont le destin semble avoir été en permanence contrarié. Patrick Swayze est mort lundi suite à son combat contre le cancer du pancréas. Pour moi et pour tous ses proches, il était très généreux. Le chagrin affiché par les stars, mais aussi sur Hollywood Boulevard, la peine des anonymes. C'est mon idole. On est tellement triste pour sa famille, pour tout le monde. C'était bien de sa part de se dévoiler, de révéler sa maladie au public. Même si on le voyait de moins en moins, c'était Patrick Swayze. Il est toujours resté proche de ses fans, peu importe la manière. Curieusement, il est mort à l'âge de 57 ans et son père avait 57 ans lorsqu'il est mort. Je trouve ça fou. Aujourd'hui, personne n'a oublié Patrick Swayze, comme ses fans qui se rendent pour la première fois sur les lieux de son enfance à Houston. La maison où il a grandi est en démolition, mais qu'importe. Pour les admiratrices, l'artiste a réussi une alchimie impossible, être à la fois une idole qui fait rêver et un homme normal. Pourquoi vous l'aimiez? Parce qu'il était tellement vrai. Il était vrai. On pouvait le sentir. Il n'y avait aucun artifice chez lui. Il ne faisait pas semblant. Il était comme ces personnages. Ce genre d'homme avec de l'honneur, généreux, doux, gentil. Il avait les pieds sur terre. Il était tellement vrai. Ça, c'est nous. Il y a Jane et moi. 4 ans après sa disparition, Lisa Niemi continue, elle aussi, de vivre avec le souvenir de son mari. Je suis fière de la personne qu'il a été et de tout ce qu'il a accompli, de son talent et de son honnêteté. Patrick Swayze disait de lui qu'il était une contradiction. Sa légende hollywoodienne reste une énigme.